Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à Francophone. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien en soins critiques. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille aux soins intensifs, à l'urgence, en réanimation, donc tout ce qui touche les soins critiques. Aujourd'hui, on va parler de vasoplégie. Je suis accompagné du docteur Loa Contar. Bonjour, docteur Contar. Bonjour Mathieu, je vous remercie de m'avoir invité pour participer à ce congrès. Je suis là pour discuter avec vous de la vasoplégie aux soins intensifs. Donc c'est un sujet qui touche tous les praticiens aux soins intensifs, aussi bien les médecins, les infirmières, les inalos. Je pense que tous les praticiens aux soins intensifs font face à cette complication assez régulièrement durant leur pratique quotidienne. Mais dans le fond, là, on va mettre les points CI, les barres CT. Qu'est-ce que la vasoplégie? Alors, la vasoplégie, c'est une complication qui, comme je disais, c'est très fréquente aux soins intensifs. Ce concept-là, ça remonte aux années 50. Les premières publications, même la première, c'est en 1952, dans une revue médicale française même. On dit que la vasoplégie, c'est une sorte une réponse vasomotrice des vaisseaux en face d'une agression, à l'occasion d'une agression, comme l'infection, comme la chirurgie, comme l'hémorragie, peu importe cette agression. Pour l'organisme, c'est aperçu comme agression. Et puis, la réponse à ça, c'est que les vaisseaux vont se dilater. Et quand les vaisseaux se dilatent, l'hypotension se manifeste. Et on va développer ce qu'on appelle le choc vasoplégique par la suite. Ça a l'air d'avoir beaucoup d'implications aux soins intensifs. En effet, c'est très, très, très lié à la mortalité aux soins intensifs. C'est un facteur indépendant de la mortalité aux soins intensifs. C'est associé à beaucoup de complications, comme l'insuffisance rénale aiguë, comme les troubles de rythme, comme l'hémorragie. Ça augmente également la durée de séjour aux soins intensifs, à l'hôpital, et même c'est associé à une durée prolongée de la ventilation mécanique. Et je termine évidemment par le coût économique de cette complication. Les malades restent longtemps à l'hôpital, forcément ça va coûter plus cher à l'hôpital et au gouvernement. Oui, parce qu'on se souvient que le lit de soins intensifs est le lit qui coûte le plus cher dans tout l'hôpital. Absolument. Fait que là, vous parliez de facteurs indépendants, mais quels sont les facteurs indépendants qui sont associés à une vasoplégie prolongée? Alors, il y a le terme vasoplégie prolongée, c'est pas très clair dans la littérature. La définition d'une vasoplégie prolongée, c'est très variable, très hétérogène dans la littérature. Nous, on a fait un projet de recherche à l'Institut cardio Montréal, aux soins intensifs, où on a défini la vasoplégie prolongée, c'est comme la dépendance à n'importe quel vasopresseur pour une durée supérieure à 24 heures aux soins intensifs. Donc, c'est un cut-off qu'on a fixé, puisque la majorité des patients aux soins intensifs, à l'Institut cardio Montréal, restent moins de 24 heures. En tout cas, la durée de séjour moyenne aux soins intensifs à l'ICM, c'est à peu près 26 heures, 27 heures. Donc, on a défini vasoplégie prolongée, c'est comme la nécessité d'un vasopresseur pour une durée prolongée. Alors, dans la littérature, ça peut être 36 heures, ça peut être 48 heures, mais en tout cas, plus de 24 heures, c'est considéré comme vasoplégie prolongée. Dans cette étude-là, on a documenté 3 facteurs de risque indépendants au développement de la vasoplégie prolongée. La première, c'est lorsque vous avez une fonction fonction ventriculaire gauche, la fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 30% en préopératoire, quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez presque 10 fois plus de risque de rester dépendant au vasopresseur aux soins intensifs. Lorsque vous avez plus d'hypertension pulmonaire, alors modérée ou sévère. Je rappelle pour les auditeurs, modérée lorsque vous avez une pression artérielle pulmonaire systolique entre 30 et 55 mm/mercure, et sévère lorsque la pression artérielle pulmonaire systolique est supérieure à 55. Donc, lorsque vous avez une pression artérielle pulmonaire modérée en préopératoire, vous avez presque 3 fois plus de chances
de risque, si je puis dire, de développer une vasoplégie prolongée. Alors, si vous avez plus de 60 de PAPS en préopératoire, vous avez presque 10 fois plus de chances de développer, de rester dépendant au vasopresseur pour une durée supérieure à 24 heures aux soins intensifs. Et le troisième facteur de risque, on y reviendra tout à l'heure pour le développer, c'est lorsque vous recevez beaucoup de liquide aux soins intensifs, lorsque votre bilan cumulatif aux soins intensifs il est positif, ça veut dire que la somme entre ce que vous recevez et la somme ce que vous éliminez, il est positif, et ben c'est un facteur de risque indépendant pour rester longtemps au vasopresseur, dépendant au vasopresseur, aux soins intensifs. C'est intéressant parce que ça semble un peu contre-intuitif parce que l'hypotension, on semble dire on va donner du volume, c'est un problème de volume. Fait que de ce que vous dites et de ce que vous avez démontré dans vos recherches, ça a l'air plus je donne de liquide, finalement, plus je me tire dans le pied. Alors, tu as tout à fait raison. Les gens ils vont dire qu'il y a un biais d'indication dans ces résultats, puisque, en effet, lorsque vous êtes hypotendu, vous allez recevoir beaucoup de vasopresseurs, c'est logique, le premier traitement, c'est de donner de vasopresseurs, et en même temps, donner de liquide. Mais d'abord, c'est une analyse multivariée, donc ça veut dire après avoir éliminé tous les facteurs confondants, les facteurs de confusion, si je peux se dire, ça sort malgré tout. Donc, quand on dit un bilan positif, dans la même étude, on a fait une sorte de régression de nos analyses, là, et on a trouvé ce qu'on appelle une courbe de U. Hein. Avec le U, il y a deux bras. Et vous avez un bras à droite et un bras à gauche. Donc, on dit que oui, en effet, l'hypovolémie, lorsque vous laissez vos malades très hypovolémiques, oui, évidemment, ils vont développer de la vasoplégie prolongée, mais non seulement lorsqu'ils sont hypovolémiques, lorsqu'ils sont hypervolémiques aussi. Et donc, c'est un cutoff qui a été fixé dans notre étude, c'est lorsque votre bilan aux soins intensifs, dépasserait le 1500 ml le premier jour aux soins intensifs après votre chirurgie cardiaque, vous avez 3 fois plus de chances de rester dépendant au vasopresseur en post-opératoire. Donc c'est une analyse multivariée. Donc c'est indépendant de tous les facteurs de confusion. C'est vraiment un peu comme volume, là, mais on parle de 1500 ml, c'est 1,5 litres. Oui, absolument. C'est très peu. Là. Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, on a même dans la même étude là, mais peut-être je n'ai pas cité lors de la présentation, les patients qui ayant eu des diurétiques en intraopératoire et même en post-opératoire et même la dialyse avec l'hémofiltration, c'est-à-dire la perte de volume, là, aucun avait développé de la vasoplégie prolongée. Donc ça veut dire que c'est safe, ça veut dire on peut dépléter le patient sans avoir la crainte et de dire que je vais tomber dans la vasoplégie prolongée. Alors, c'est un bémol que je cite, c'est que tous nos patients ont été contrôlés par une échographie quotidienne, d'où l'accent, et même, j'insiste beaucoup sur ce point-là, sur la gestion la gestion des fluides en dépendant ou en utilisant l'échographie au chevet du patient de manière régulière et quotidienne. Donc, oui, tu vas me dire que c'est pas beaucoup, mais 1500, ça peut tuer parfois. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça revient vraiment à la base de dire, on revient à l'examen physique, puis on utilise la technologie qui est disponible de nos jours, comme l'échographie, pour Absolument. Littéralement... Absolument. Je pense que les années à venir vont nous dire ce qu'on ne savait pas auparavant. Comme hier, Dr. Denon avait présenté que je pense que grâce à l'échographie, on va voir ce qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, toutes ces complications-là existent sans doute auparavant, mais qu'on ne les voyait pas parce qu'on n'utilisait pas l'échographie dans le passé. Donc, je pense que, voilà, encore une fois, ces résultats-là viennent de 2 études qui ont été faites à l'Institut Cardio Montréal où l'échographie a été utilisée quotidiennement. Donc, peut-être vous n'avez pas trouvé le même résultat chez les patients chez qui on n'utilise pas du tout l'échographie, et vous allez me dire, bah oui, mais vos résultats, ils sont très fins, puisque à la base, ça part d'une étude qui utilisait l'échographie tous les jours, mais ce n'est pas le cas de la pratique quotidienne. Et là, dans le fond, c'est sûr que si on ne le voit pas, qu'on ne le mesure pas, ben on ne le sait pas. Absolument. C'est super intéressant ce qu'on vient de parler de la volémie, mais comment on peut faire pour mesurer la volémie? Alors, je pense que on va dire que la volémie est en lien étroit avec les vasopresseurs. Pourquoi? Parce que vous venez de dire que c'est la pratique quotidienne. Lorsque le malade, notre patient, il est hypotendu, je donne le vasopresseur, mais je donne aussi de volume.
Moi, je pense que la volémie, elle est en lien avec les vasopresseurs et par conséquent, elle est en lien avec la pression artérielle. Donc, lorsque votre pression artérielle, elle est bien mesurée, encore une fois, bien mesurée, euh, peut-être vous allez éviter de donner trop de vasopresseurs et ça va vous inciter moins à donner de volume. Donc, c'est l'idée, en tout cas, c'est encore un résultat qu'on vient de citer, c'est les praticiens, à dire que les praticiens titrent les vasopresseurs en fonction de la pression artérielle, ce qui est normal. Si mon malade il a 6 de pression artérielle, ben, je vais donner des vasopresseurs. Et donc, mais si c'est votre pression artérielle est mal mesurée grâce à un cathéter radial, par exemple, eh ben, vous allez donner des vasopresseurs, mais vous allez donner aussi de volume. Et ça va conduire à plus de vasopresseurs et à plus de volume par la suite. Donc, tout ça pour dire que attention à la fausse hypotension ou peut-être à une vasoplégie iatrogénique liée à une mesure non appropriée de la pression artérielle. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la canule artérielle radiale serait peut-être un petit peu moins fiable. Alors, la canule artérielle radiale, ça sous-estime souvent la pression artérielle. Alors, ça, c'est peut-être pas chez tous les patients. Vous allez me dire que oui, dans ma tête, il y a beaucoup de patients qui ont bénéficié d'un cathéter radial et tout s'est passé correctement et j'ai pu sauver mes vasopresseurs, ils ont reçu congé dans le bon temps et tout va bien. À noter que lorsque votre malade, votre patient a trop de vasopresseurs, ça veut dire qu'il est vasoplégique, ça veut dire qu'il est dans une situation où ses vaisseaux sont vasodilatés. Lorsque vous donnez trop de vasopresseurs, vous allez rendre les vasos trop vasoconstrictés, je ne sais pas si on peut dire ça, vasoconstrictés. Cette vasoconstriction, ça va altérer la transmission de votre capteur branché à votre cathéter radial. Donc, lorsque vous avez trop de vasopresseurs, dans des conditions hémodynamiques aberrantes, dans les chocs très sévères, eh ben, votre transmission de capteur va être mauvaise et ça va vous donner une mauvaise pression artérielle. Donc oui, la pression artérielle radiale, parfois, elle est fausse et le cathéter radial sous-estime la pression artérielle et ça va vous inciter, ah ouais, mon malade, il a 6 de pression artérielle avec un cathéter radial, eh ben, je vais donner de vasopresseurs et non seulement de vasopresseurs, ben, je vais donner un peu de volume aussi pour aider à augmenter sa pression artérielle. Qui sait, peut-être cette pression artérielle, elle est mal prise. Donc, j'attire votre attention que le site fémoral, on va dire, apprécie mieux. Il est en dehors de toutes ces complications et il est en lien avec la pression artérielle centrale. Donc là, le cathéter fémoral apprécie mieux la pression artérielle centrale, donc aortique, et par conséquent, peut-être que vous allez trouver des chiffres totalement différents par rapport à ce que vous avez dans votre site radial. Et vous allez dire, ah bah non, mon malade finalement, il n'a pas d'hypotension, et peut-être je vais arrêter et voir baisser les vasopresseurs, et ça va m'éviter à donner trop de volume. Donc oui, la volémie est en lien avec la pression artérielle, elle est en lien avec les vasopresseurs, et forcément en lien avec la nature de la pression artérielle, comment il a été mesuré. Fait que dans le fond, ce que je comprends, si j'ai un patient qui a une canule artérielle radiale, puis il est toujours en hypotension, je fais juste monter les amines, je fais juste donner du volume, plus de volume, malgré tout ce qu'on veut faire. Dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'il faudrait peut-être, chez ce patient-là, y mettre une canule fémorale. Tout à fait. Je pense que c'est le patient typique chez qui il faudra checker la pression artérielle par un cathéter fémoral. Parce que trop de vasopresseurs vont sans doute, je ne dis pas toucher tout le patient, c'est 40% d'incidence de ce qu'on appelle le gradient radial fémoral. Un gradient radial fémoral, c'est la différence entre votre pression artérielle, entre les deux sites, entre le site radial et le site fémoral. Lorsque vous avez plus de 25 mm/mercure de différence de pression artérielle systolique entre les deux sites, vous avez ce phénomène qu'on appelle le gradient radial fémoral. Ok ? Donc, si cette pression artérielle systolique dépasse 25 mm/mercure entre les deux sites, vous êtes dedans. Vous avez cette complication. Et alors, parfois, vous mesurez peut-être la pression artérielle moyenne. Oui, même la pression artérielle. Si vous avez une différence de 10 mm/mercure entre les deux sites, entre la pression artérielle moyenne entre les deux sites, vous êtes aussi dans la définition. L'incidence de cette complication, c'est quand même majeur dans la littérature. C'est 40% de nos patients ont
Ouais, développer cette complication. Donc, c'est-à-dire 1 sur 4 développe cette complication. C'est majeur. Moi, je pense que ça vaut le coup lorsque vous avez un malade, comme je disais tout à l'heure à l'occasion de la présentation, si vous avez un patient qui a trop de vasopresseurs et qui est toujours équipé par un cathéter radial, je pense qu'il est très utile de checker l'artère par un cathéter fémoral. Il se peut qu'il soit pareil, mais il se peut qu'il soit largement plus ce que vous imaginez. Mais dans le fond, chez un patient sur 4, ça va faire la différence. Absolument, absolument. Et je pense que c'est, encore une fois, si on suit le raisonnement clinique et logique d'un praticien en choses intensives, il va dire, oui, mais mon patient, il a 6 de pression artérielle, oui, je vais donner trop de vasopresseurs, oui, je vais donner trop de volume, avec l'échographie ou sans échographie, peu importe, mais en tout cas, ça va produire des effets néfastes, cette fausse hypotension, en effet, tout à fait. Et c'est une manière, et ce qui est drôle encore, enfin, ce qui est marrant dans l'histoire, que c'est un facteur qui est modifiable, c'est réversible. Beaucoup de facteurs de risque ont été cités dans la littérature. Vous allez me dire que la dysfonction cardiaque gauche, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est un malade ça fait 10 ans, ça fait des années qu'il a une dysfonction cardiaque gauche. Peut-être que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour réduire sa dépendance aux vasopresseurs. Mais lorsque vous avez une pression artérielle qui est fausse, c'est facile, c'est juste changer le site et vous allez réduire vos vasopresseurs et votre dépendance aux vasopresseurs et vous allez réduire la volémie et la quantité de volume que vous allez passer pour ce patient-là. Donc, c'est ce qui, encore une fois, je pense que c'est magique, c'est original, c'est que c'est réversible. Les patients qui restent dépendants aux vasopresseurs très longtemps aux soins intensifs, dans notre base de données, il y a des patients qui sont restés avec des vasopresseurs pour une durée de 3-4 jours en post-opératoire. Ces malades-là, ils ont une vraie cause organique. Je pense que peut-être pas le cathéter qui va jouer, hein, mais bien sûr, il faut checker la réalité de la pression artérielle. Mais ces malades-là qui restent longtemps dépendants aux vasopresseurs, je pense que ces malades-là, c'est les plus sensibles à notre gestion en termes de volémie, en termes de sédation profonde, en termes de ces causes-là qui se rajoutent à la cause organique et qui font que prolonger la dépendance aux vasopresseurs. Donc oui, il y a la cause organique, c'est probablement la dysfonction cardiaque après la chirurgie cardiaque. Oui, je suis d'accord, mais plus qu'on s'acharne et qu'on gère un peu de manière très mauvaise notre gestion de liquide, donner trop de sédation sans contrôler l'EEG pour prévenir le surdosage, je me dis, ça va probablement que empirer la dysfonction organique pour lesquelles les patients sont dépendants de vasopresseurs. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Donc, c'est pour ça, oui, OK, il y a des dysfonctions. Ça, c'est vous allez gérer. Ça, c'est un autre traitement. Ça, c'est un traitement spécifique. Mais checker ces facteurs modifiables, facteurs sur lesquels on peut réagir. Donc, checker votre pression artérielle avec le cathé. Checker, attention à la volémie. Checker la sédation avec un BIS, un SEDLINE, ce que vous voulez, pour être sûr que vous n'êtes pas en surdosage de vos agents anesthésiques, qui sont tous, sauf la kétamine à ma connaissance, et encore, c'est des vasodilatateurs. Tous provoquent une dépression myocardique et ça provoque une hypotension. Donc, tu vois, ces facteurs-là, je pense que c'est essentiel de les checker afin d'en être sûr que j'empire pas la dysfonction organique du patient. Et ça, c'est autre chose, c'est un autre traitement. Ça, c'est, voilà, c'est peu n'importe en tout cas, mais en tout cas, c'est un traitement spécifique. Mais ces causes-là qui sont plus ou moins modifiables, attention. Vous avez mentionné que des fois, avant de sauter sur le cathé fémoral, on pourrait tout simplement prendre une pression au brassard. Oui, absolument. Des fois, ça pourrait nous éviter un cathé fémoral. Absolument. Comme je disais, en fait, c'est probablement chez quelques patients. Bon, je ne vais pas généraliser et je n'ai pas encore les données de notre projet par rapport à ça, mais tout le monde reconnaît que parfois, lorsqu'on a une hypotension avec une petite dose de norépinéphrine qu'on n'arrive pas à sevrer, que peut-être de temps en temps et qu'on n'a pas envie de mettre un cathéter fémoral, parce que c'est une petite dose, parce qu'on a envie de donner congé au patient, eh bien, n'oubliez pas le brassard. De temps en temps, hein, vous avez une meilleure pression artérielle avec le brassard
qu'avec votre cathéter radial à 2 balles, que ça fait combien de temps qu'il est là depuis, voilà, et que ça commence à dater un peu, et probablement ça fausse votre pression artérielle. Donc prenez, ça coûte rien, prenez la pression artérielle par brassard, les 2 membres, membre supérieur, membre inférieur, et vous regardez qu'est-ce que ça donne. Si c'est corrélé à votre pression artérielle par le cathéter radial, donc radial ou pas radial, vous êtes en hypotension. Alors, après, on réfléchit s'il ne faut pas mieux mettre dans ce cas-là le cathéter fémoral pour mieux apprécier la pression artérielle. Mais si vous avez un cathéter radial, vous avez 0,01 de neuroartère, et que vous faites le brassard et vous avez 13 de pression artérielle, et peut-être vous n'avez peut-être pas besoin de mettre le cathéter fémoral et que vous vous basez sur votre pression artérielle de brassard, et that's it. Donc, donc, de temps en temps, oui, chez les malades non graves. Attention, je ne dis pas que malade sous ECMO, qu'il a beaucoup de norépinéphrine, qui est dialysé. C'est une population qui est peut-être un peu plus différente. Non, je parle des malades qui sont il manque que sauver la noradresse pour qu'ils partent à l'étage, quoi. Donc c'est voilà. C'est le patient qui est en fin de course au absolument, et que on est un peu excité sur cette petite dose mince. J'arrive pas à sauver cette petite dose de norépinéphrine. J'ai un peu mal au cœur d'arrêter, de le mettre à l'étage. Peut-être il va devenir hypotendu. Checkez la pression artérielle par un brassard et voyez ce que ça donne. Enfin, je ne dis pas que c'est ça qui va sauver votre patient et qui va arrêter votre norépinéphrine, mais ça donne une information supplémentaire. Attention. Oui, absolument. C'est ça. Des fois, c'est utile. Merci beaucoup. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui serait à retenir de tout ça? Je pense à retenir, c'est que la vasoplégie, attention à la vasoplégie, c'est quelque chose fréquent dans nos pratiques quotidiennes. Je pense que tous les praticiens en soins intensifs reconnaissent la situation où un patient est très hypotendu, qui nécessite de la norépinéphrine, par la suite de la vasopressine, par la suite peut-être un peu de biométhylène, un peu de vitamine C, un peu de vitamine B12, et je m'en sors pas. Donc, c'est une complication qui est relativement fréquente. C'est une complication qui tue. C'est les patients qui restent longtemps hospitalisés aux soins intensifs meurent plus. Et beaucoup de facteurs de risque ont été développés dans la littérature. Mais mon rôle ici, en tout cas l'objet de mon projet de recherche, c'est d'aller mettre l'accent sur ce qui est potentiellement réversible. Et je retiendrai dans tout ça, le cathéter fémoral, puisque ça apprécie mieux votre pression artérielle et ça va vous aider à ne pas trop donner de vasopresseur et par conséquent pas de volume. Et deuxième chose, à la volémie, c'est donc attention à votre vasoplégie iatrogénique et attention à votre management, votre gestion de fluides aux soins intensifs. Et je pense que les 2 facteurs sont liés. Alors, il y a le 3e facteur qui sort dans notre étude, c'est la pression artérielle pulmonaire. C'est-à-dire les malades qui ont une hypertension pulmonaire développeraient plus de dépendance prolongée aux vasopresseurs. Là, on va voir la place des vasodilatateurs pulmonaires, comme l'ONO, comme le Flolan, comme des vasodilatateurs pulmonaires, peut-être c'est pour, on va dire, réduire l'impact de cette exacerbation. L'idée, c'est pas de guérir le patient, l'idée, c'est de réduire l'impact de l'exacerbation de leur pathologie à l'occasion de l'agression, soit infection, soit chirurgie. Pour diminuer, dans le fond, pour la diminuer, du ventricule droit. Absolument, et réduire l'incidence de dépendre aux vasopresseurs par la suite. Donc, mais mon message, c'est principalement, c'est volémie et pression artérielle. Et vraiment, checker votre pression artérielle par le cathéter fémoral. Lorsque vous êtes un peu dans l'impasse, attention. Voilà. Dr Contar, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Mathieu de m'avoir invité et c'est très agréable. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Si vous aimez, merci de partager avec vos amis et collègues qui sont aussi crinqués que vous autres en soins intensifs. Venez poursuivre la conversation avec nous sur Twitter et Facebook et les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Android, YouTube, Spotify et autres. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres, bye! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.